Lundi 4 juin 2024, dans un entretien encore une fois avec Maître Saïd Lahirou, membre du pôle d'avocats du Premier ministre Ousmane Sonko. Bonjour Maître, ça fait un plaisir de vous retrouver. Merci, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Parlons de justice et de politique dans un contexte de rupture, de réforme et de modernisation. De la conclusion des assises nationales, il y a eu des consensus sur certains points. De la diplomatie sénégalaise, du visite du président de la République Diomaye Faye à Paris qui est prévu, et de ses rencontres dans le Sahel, et pourquoi pas dans votre pays, aux Comores. Voilà certaines questions qu'on va aborder. Donc tout d'abord, il y a des consensus actuellement par rapport aux assises de la justice qui se tient actuellement à Diamniadio sur la diminution des pouvoirs du procureur, des consensus également sur l'instauration d'un juge des libertés. À quoi peut-on s'attendre réellement pour ces conclusions? Bon, merci d'abord pour cette invitation. C'est l'occasion pour moi de vous revoir et puis de parler de l'actualité africaine et de l'actualité peut-être sénégalaise en particulier. Bon, s'agissant des assises de la justice, bon, moi ça me rappelle une chose puisque dans le passé récent, j'étais moi-même le porte-parole des assises nationales aux Comores. Lorsqu'on parle d'assises pour un pays, c'est un événement majeur, c'est un événement très 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 important. Puisque lorsqu'on parle d'assises, ça veut dire qu'il y a des dysfonctionnements, ça veut dire qu'il y a des choses qui méritent d'être revues, il y a peut-être des corrections qui méritent d'être apportées à des situations particulières. Bon, donc j'ai eu l'occasion dans le passé récent d'être le porte-parole des assises nationales aux Comores, c'était en 2018. C'est un événement majeur. C'est un événement qui avait mobilisé le pays puisque les Comores, à l'époque, avaient besoin de réfléchir sur son passé, de jeter un œil sur son passé et puis de mettre au pied, de jeter des bases pour le futur des Comores. Et je pense que c'est dans ce même contexte que les assises sur la justice ici au Sénégal avaient été organisées puisqu'il fallait, après la crise, il y avait des crises. Il y avait une crise politique, il y avait des crises de la justice ici au Sénégal. Et puis, bon, il y a aussi ce dénouement heureux et ce dénouement démocratique que nous avons tous vécu, pas seulement ici au Sénégal, mais en Afrique. Bon, donc, ce qui s'est passé ici, là, on parle de la justice, mais je suis sûr qu'il y aura aussi des assises dans d'autres domaines. Mais les assises de la justice était, à mon avis, très, très, très utile et très important parce que la justice avait été malmenée, la justice au Sénégal avait été humiliée, mais elle s'en est bien sortie, heureusement. Donc à partir de là, une réflexion en profondeur sur les réformes, d'abord sur les acquis, et puis sur les dysfonctionnements qui ont été relevés, me semble tout à fait approprié et normal, et je le salue. Et je pense que c'est une demande populaire. La population ici au Sénégal n'a cessé, au cours de cette crise, n'a cessé de dénoncer d'abord les dysfonctionnements et demander à ce qu'il y ait une réflexion, à ce qu'il y ait des réformes en profondeur de la justice. Bon, maintenant, sur le contenu des réformes qui ont été préconisées dans le cadre de ces assises, en toute honnêteté, je ne vais pas me prononcer là-dessus puisque c'est la relève des affaires intérieures du Sénégal que je ne permettrai pas de me prononcer. Bon, cependant, il y a des fondamentaux. Il y a des principes universels sur lesquels je peux me permettre de me prononcer. Lorsqu'on parle de séparation de la justice, lorsqu'on me parle de l'indépendance du parquet, lorsqu'on parle d'indépendance du parquet, c'est l'indépendance de la justice par rapport aux autres pouvoirs. Bon, c'est un principe fondamental. Aucun pays, surtout le Sénégal, ne peut ne pas jeter
un œil ou bien faire des réflexions, voire même procéder à des réformes pour que la justice soit effectivement indépendante et détachée des autres pouvoirs. Puisque les crises que nous avons vécues, que ce soit les crises politiques, que ce soit les crises sociales, bon ça c'est évident, puisque lorsqu'il y a une crise politique, il y a toujours des retombées sociales et puis économiques. Et puis il y a aussi la crise institutionnelle, notamment la crise de l'institution judiciaire. C'est parce que l'exécutif, effectivement, se croyait tout permis. Puisque je me rappelle d'un épisode, c'est la décision du juge des Ziguinchor qui était exécutoire. Voilà, qui était une décision exécutoire, mais qui n'a pas été exécutée par l'administration. L'administration s'est crue supérieure. Donc l'instauration d'un juge de liberté, ça va régler certains points. Bon, juge des libertés, de la détention, ça c'est un autre aspect. C'est sur l'aspect pénal. C'est le fait que le juge d'instruction ne soit pas habilité, autorisé à se prononcer ou bien à prendre une décision de placement en détention provisoire. Le juge d'instruction est chargé d'instruire un dossier, de mener une enquête judiciaire, de conduire une enquête judiciaire, de diriger une enquête judiciaire. Et un juge de liberté et de la détention est seul compétent pour se prononcer sur la détention provisoire d'une personne inculpée ou bien mise en examen. C'est ça, en fait, la différence. Le juge, je le répète, puisque c'est quand même très important, il y a un juge d'instruction, il y a un procureur, et puis il y a le procureur et puis ce qu'on appelle le GLD, le juge de liberté et de la détention. Le procureur demande, sur réquisition, à ce qu'une personne soit placée en détention provisoire, et il soumet sa demande au juge d'instruction, et puis le juge d'instruction soumet cette demande et le motive quelquefois, soumet cette demande à un autre juge qui s'appelle le juge des libertés et de la détention. Donc le juge des libertés et de la détention, c'est pas lui qui mène l'enquête, c'est pas lui qui dirige l'instruction. L'instruction est menée et dirigée par un juge qui est le juge d'instruction. Et puis il y a celui qui décide du placement ou non en détention provisoire d'une personne inculpée. Et par rapport à ça, le procureur de la République, on parle de la diminution de ses pouvoirs. Est-ce cela possible dans une République? La diminution des pouvoirs du procureur de la République qui est attaché au ministère de la Justice. Bon, vous savez, chaque pays, en fonction de son contexte, en fonction de la politique, aussi du pouvoir en place, décide ou non d'élargir ou bien de restreindre ses relations avec le parquet. Et bon, je ne peux pas me prononcer sur le cas du Sénégal, de même que le Sénégal peut faire l'objet de spécificités qui font qu'il est nécessaire, il peut paraître nécessaire pour le pouvoir au Sénégal de garder des liens très étroits avec le parquet. Et s'il y a une demande qui est très très forte de la population, de vouloir à ce que le procureur soit complètement détaché de l'exécutif, ça aussi, ça dépend de la vision que les autorités ont de la justice, de leur relation avec le parquet. Il faut quand même, dans certains pays, le parquet est complètement indépendant. Dans certains pays, complètement indépendant. Mais nous, ici, au Sénégal, et comme dans certains pays, notamment francophones, nous avons comme héritage le système judiciaire français. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure, on parle des réformes, mais on parle des GLD, alors que les GLD, c'est une création récente en France. Ici, on aurait pu parler d'autre chose, avec peut-être les mêmes objectifs, avec peut-être les mêmes finalités, mais pas parler d'un autre terme, une autre appellation. Mais on parle de GLD tout simplement parce qu'il y a la culture judiciaire française
qui est encore présente ici comme dans de nombreux pays francophones. Bon, donc tout dépend de ce qu'on veut et tout. Mais moi je pense, ça c'est mon opinion personnelle, c'est que nous les Africains, les pays africains, qu'on soit francophones ou bien anglophones ou bien lusophones, nous devons réfléchir à notre modèle, à nos modèles judiciaires. Il faut que ces modèles s'inspirent profondément de nos contextes socioculturels. C'est-à-dire par rapport à la souveraineté, d'être souverain. Oui, il faut vraiment qu'on réfléchisse sérieusement des systèmes judiciaires proprement africains qui répondent à nos spécificités et puis à nos objectifs. Puisqu'on ne peut pas vouloir être souverain et continuer à nous inspirer des modèles, même français, qui montrent aussi leurs limites. Puisque le modèle français, judiciaire français, fait l'objet des réformes en permanence et font l'objet aussi des critiques des praticiens français et puis des politiciens français. Donc nous ne pourrons pas continuer à nous inspirer d'un modèle qui fait l'objet des critiques et qui est voire même malmené par les Français. Bon, donc moi je pense que le contexte est favorable à ce que nous trouvions un système, ou bien pas un système, puisque chaque pays africain a ses spécificités, mais que nous fassions l'effort de trouver un système judiciaire proprement africain qui correspond, qui répond aux aspirations africaines. Voilà. Et par rapport à l'affaire du général Kandé, c'est juste une question que vous pouvez interagir de façon très légère. L'implication supposée du Premier ministre sur l'affaire Kandé, qui serait à l'origine de son affectation. Y a-t-il de quoi à craindre? Je ne peux pas me prononcer, c'est un sujet très délicat. Très très délicat. Je ne peux pas me prononcer. Bon, je lis, j'observe, j'ai mon opinion, mais c'est mon opinion. Je ne peux pas l'exprimer sur le sujet. C'est un peu sensible. Mais c'est très sensible. Mais ce que je peux dire, c'est que le Sénégalais a une majorité écrasante. Dès le premier tour, ce qui est quand même exceptionnel, on fait le choix de la rupture. Bon, donc je pense qu'il faut s'inscrire là-dessus. Si on est respectueux de la souveraineté du Sénégal, si on est respectueux du choix du peuple sénégalais, on doit observer un minimum de recul, surtout pour ceux qui étaient là au pouvoir. Pas moins de 2 mois de cela, ils étaient au pouvoir, ils étaient pleins dedans. Ils avaient le plein pouvoir pendant une bonne dizaine d'années. Ils ont su montrer aux Sénégalais ce dont ils sont capables. Et les Sénégalais ont fait le choix de la rupture d'une autre politique. Donc je pense que lorsqu'on est respectueux de son peuple, on doit à un certain moment observer un minimum excusez-moi de le prononcer, mais un minimum de dignité, et puis de respect aussi vis-à-vis de son peuple. Bon, donc je pense qu'il y a une équipe qui hérite d'un système, qui hérite un pays dans un contexte socio-économique et voire même institutionnel, puisque là on parle des réformes de la justice, des réformes d'un contexte institutionnel, social, économique extrêmement difficile. Lorsqu'on aime ce pays, lorsqu'on aime ce peuple, c'est de garder un peu de recul, laisser ceux qui bénéficient de la confiance des Sénégalais d'abord faire un état des lieux et puis mettre progressivement, graduellement en place leur politique. Et le contraire serait un mépris, une insulte à ce grand peuple. À ce grand peuple. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux prononcer sur cette question. Mais là, c'est une question de droit. Par rapport, si le président de la République
qui est le chef suprême des armées, affecte un général de l'armée, est-ce que la justice lui donne le droit à ce dernier de riposter, par exemple? C'est juste une question que je pose, qu'un ami m'a envoyé. Bon, écoutez, c'est un général. Oui. Il est aussi un citoyen, mais il a des fonctions. S'il estime devoir ou bien pouvoir contester une décision, c'est son droit peut-être le plus absolu. Et puis après, les autorités qui seraient chargées de se prononcer sur son recours se prononcera. Et tout. Merci beaucoup. Donc on va attaquer la deuxième partie de notre entretien. Pour vous rappeler, nous sommes avec Maître Seck Larifou, membre du pôle d'avocats du Premier ministre Ousmane Sonko. Parlons de diplomatie du Sahel. Le président M. Diomaye Faye qui s'apprête à effectuer sa première visite en Europe auprès du président Emmanuel Macron. Que peut-on s'attendre en termes de discussion au moment où la rupture est annoncée dans les rapports entre la France et le Sénégal? Bon, moi je ne vais pas me prononcer sur la politique étrangère du Sénégal. Vous connaissez bien la France? Voilà, oui, mais je ne vais pas me prononcer sur la politique étrangère du Sénégal. Je ne suis pas du tout habilité, mais je suis non seulement un observateur, mais je suis un acteur aussi africain. Je suis concerné et impliqué dans des réflexions sur l'avenir de notre continent. Et je suis de ceux qui militent activement pour un nouvel ordre africain. Donc, je ne peux pas être indifférent par rapport à l'orientation de la politique étrangère d'un grand pays comme le Sénégal qui inspire de nombreux pays, pour ne pas dire tous les pays d'Afrique, mais qui inspire de nombreux pays africains. Donc, aucun homme politique africain aucun homme politique africain ne peut faire... Enfin, je vais dire tout simplement que tous les hommes politiques africains ont le regard sur le Sénégal. C'est ce que je voulais dire, en fait. C'est un exemple de démocratie, un exemple. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire en priorité. C'est que tous les hommes politiques africains ont un regard sur le Sénégal. La politique étrangère sénégalaise est scrupulée et observée par tous les acteurs politiques africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous attendons beaucoup de la vision africaine du Sénégal. Bon, donc nous ne pourrons pas rester indifférents par rapport aux premiers actes qui ont été posés, qui sont salutaires et qui sont encourageants. Puisque non seulement l'équipe au pouvoir a clairement annoncé la couleur en nommant un ministre chargé de l'intégration africaine, et que nous avons vu les premiers actes posés par l'actuel président du Sénégal, M. Faye, en visitant les pays voisins. C'est quand même un acte extrêmement fort. Ces visites de travail et de courtoisie envers les pays voisins, nous, les autres pays africains, on aurait bien voulu qu'ils fassent aussi des déplacements dans d'autres régions africaines, comme aux Comores, comme en Afrique centrale, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, jusqu'en Afrique australe, chez nous, pourquoi pas jusqu'aux Comores. On aurait bien voulu qu'ils les fassent avant d'aller ailleurs, puisque c'est quand même très très important le message néo-panafricanisme lancé par les autorités sénégalaises. Et puis à partir de là, il y a les relations historiques que le Sénégal entretient avec la France. Il y a aussi des relations historiques que le Sénégal entretient avec d'autres pays,
aussi. Ça, personne ne peut se permettre, en tout cas nous, on ne peut pas se permettre de jeter un regard sur ça. C'est la relève de la souveraineté sénégalaise, donc on ne peut pas se prononcer. Mais en tant que néo-panafricanisme qui milite pour un nouvel ordre africain, notre priorité, c'est de voir comment le Sénégal est disposé à apporter son regard, son message, sa parole pour résoudre les conflits dans le Sahel et dans le reste du continent africain. Il y a des demandes qui sont très très fortes dans les pays de la zone. Il y a des demandes très fortes qui sont adressées au Sénégal et pour que le Sénégal puisse apporter son éclairage, voire même sa vision des conflits dans les pays de Sahel, mais nous aussi dans les autres coins du continent. Nous avons besoin du message du Sénégal pour que les problèmes des régimes posés par des régimes sanguinaires, dictatoriaux, soient résolus. Donc on pourrait dire que le président Diomaye pourrait-il jouer le rôle de médiateur dans ce contexte tendu dans le Sahel, entre les putschistes de l'autre côté et lui qui a pris le pouvoir de façon démocratique? Écoutez, moi j'ai déjà été au Congo, au Mali. Lorsque le régime, l'actuel régime est arrivé au pouvoir, c'était au mois d'août 2020. Bon voilà, je suis allé là-bas au mois de septembre 2020. Donc j'ai suivi l'évolution de la situation au Mali. J'avais pris position pour le référendum en faveur de l'adoption de la constitution actuelle. Je connais la situation en Guinée pour avoir milité avec mes frères et sœurs guinéens ici au Sénégal et en France également à Paris contre le troisième mandat. Voilà, j'étais aux côtés de nos frères et sœurs guinéens. Je suis venu 3 fois ici au Sénégal pour justement les soutenir, 3 fois pour les soutenir, dans le cadre des rassemblements qui avaient été organisés ici. Bon, donc à Paris, j'avais organisé avec nos frères à peu près 4-5 rencontres avec la presse et puis des mobilisations également. Je suis allé sur place, donc je connais à peu près ce qui se passe. J'étais en Guinée, au Burkina également. Bon, donc je peux dire aussi que j'ai une idée par rapport à ce qui se passe. J'ai aussi une idée et puis des remontées d'informations et des remontées des demandes pressantes qui sont formulées à l'endroit des autorités sénégalaises. Donc il y a une vraie attente, indépendamment de la politique et puis de la politique nationale. Ici, non, je veux dire que politique sénégalaise, mais il y a aussi ces attentes qui sont extrêmement pressantes, qui sont adressées aux nouvelles autorités sénégalaises, qui se sont, je le sais, qui s'étaient sérieusement préparées à relever tous ces défis. Mais bon, chaque chose, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps au temps. Mais je pense qu'ils se sont sérieusement préparés. En tout cas, je peux parler pour mon client, M. Ousmane Sonko. Je l'avais rencontré à plusieurs reprises lors de nos discussions. Je sais qu'il a déjà des idées par rapport à ce qui se passe dans les pays de la zone. Et au moment venu, et je pense le plus tôt possible, il saura prendre position en faveur des pays de la zone et puis de l'Afrique en général. La CEDEAO, vous êtes en tant que militant africain pour le panafricanisme de l'Afrique, pour l'intégration également de l'Afrique, la CEDEAO ou l'Alliance des États du Sahel? Non. Moi, je pense que moi, je suis pas adepte de la langue de bois. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'il y a des échecs de la CEDEAO, il y a des échecs des organisations sous-régionales, pas seulement la CEDEAO,
mais je suis même tenté de dire toutes les organisations sous-régionales, voire même de l'Union africaine. Il est temps, dans la perspective de ce nouvel ordre africain, de revoir à la fois le mode de fonctionnement et le mode de désignation des responsables de ces différentes organisations sous-régionales. On ne peut pas vouloir définir une nouvelle vision de l'Afrique et maintenir ces organisations dans leur mode de fonctionnement. Puisque, surtout ici au Sahel, la situation est quand même préoccupante. Ça fait des années que le problème sécuritaire est posé. Cette organisation n'a pas su apporter la moindre solution. On a même l'impression quelquefois que ces organisations sont même le problème et non pas la solution par rapport au problème de sécurité premièrement, puisque c'est le problème qui frappe cette sous-région. C'est le problème d'insécurité. Et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont menacés par le terrorisme. Tous les pays de la sous-région. Il faudrait qu'à un moment, on s'assoie et on pose la question pour dire, écoutez, jusqu'à une date récente, ce problème ne s'est pas posé. Est-ce que cela est-il possible, cette discussion entre les bien pays sûr, du Sahel? Bien sûr que c'est possible. Est-ce qu'il pourrait y avoir des consensus sur certaines choses? Écoutez, si ces pays, les pays de la zone, à un moment se sont retrouvés pour mettre en place la CEDEAO, ont défini les objectifs de la CEDEAO, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ces pays ne peuvent pas se retrouver pour réfléchir sur l'avenir de l'organisation sous-régionale. Je pense que c'est tout à fait possible et c'est souhaitable. Et je pense même que c'est urgent dans l'intérêt de la sous-région, qu'il y ait une réflexion sur l'avenir d'une organisation, je ne parle pas forcément de la CEDEAO, mais d'une organisation sous-régionale qui travaille dans l'intérêt de l'Afrique de l'Ouest et puis des peuples de l'Afrique de l'Ouest, et non pas une organisation qui est là pour des intérêts complètement étrangers. Donc le changement est possible. Donc nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Je vous dis, ça a été un plaisir encore une fois d'échanger avec vous, parce qu'il s'agit d'une interaction. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et à bientôt. Écoutez, le mot, c'est juste pour dire que le contexte africain est effectivement très complexe. Les défis sont très nombreux, mais il y a une détermination. Je suis de ceux qui pensent que c'est le temps de l'Afrique. Le temps de l'Afrique. Le temps de l'Afrique, le temps d'une nouvelle réflexion, d'un nouvel engagement et d'une nouvelle vision pour un autre ordre africain. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on pense d'abord à l'Afrique avant de penser de ce qui se passe ailleurs. Merci beaucoup. Voilà. Donc, pensons pour l'Afrique, pour la génération à venir. C'était un plaisir d'entretenir avec Maître Seck Larifou, membre du pôle d'avocats d'Ousmane Sonko. Jërë ngeen jëf.